Ça y est, moi je vous vois. Vous Super. devez me voir aussi. Mhm. Super. Oui, ça y est. Voilà, super. Alors, je sais pas, Julien, Benoît, je sais pas si vous voulez commencer. Oui, bien sûr. Rapidement, faire une introduction pour pourquoi on est là ce matin et pourquoi on voulait proposer ce webinaire. En fait, au MEDEF, on a travaillé bon, évidemment en situation de crise comme beaucoup d'entreprises pour répondre aux besoins de ces dernières. Alors, besoin d'information d'abord, on a été noyé, j'ai envie de dire, d'informations, notamment sur les mesures d'urgence. Donc, il fallait évidemment la traduire et puis la promouvoir. On a aussi beaucoup travaillé sur l'accompagnement d'entreprises qui étaient en difficulté, j'ai envie de dire, notamment sur les mesures sanitaires, les problèmes de trésorerie. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. En gros, on était sur une gestion de crise. Aujourd'hui, on est passé sur une période, alors je ne dis pas que la crise est passée, parce que je pense que ce n'est pas totalement le cas, mais on est quand même passé sur une autre phase qui est l'après-crise, la reprise de travail, etc. Donc, on a fait une série de webinaires sur différents sujets. Ce matin, on voulait plus travailler sur une information d'anticipation. C'est-à-dire, en gros, on a traversé une crise, on essaye de la terminer le mieux possible, mais il est quand même intéressant de se positionner sur une anticipation. En gros, qu'est-ce qu'on fait si une autre crise arrive ? Alors, quand je dis crise, ce n'est pas que crise sanitaire, je pense qu'on le verra dans la présentation qui va être faite. Mais comment on anticipe sur une problématique RH principalement, c'est-à-dire comment un service RH peut anticiper et mieux gérer des crises comme celle qu'on vient de traverser, gérer je sais pas, un accident industriel, une grève, et ce qui est même très probable, c'est des pénuries de compétences demain. Comment on trouve les compétences qui risquent d'être difficiles à trouver. Si on ne les trouve pas, comment on gère sans pénaliser l'activité de l'entreprise. Voilà, c'est des sujets alors qui peuvent être un peu anxiogènes parce qu'on n'a pas fini de traverser une crise et on va se préparer, comment on peut se préparer à une nouvelle. Le fait que ça soit anxiogène, peut-être ça explique qu'on n'est pas très nombreux ce matin, j'imagine, je cherche des réponses. Mais on retravaillera sur la question parce que je pense que ça intéressera de plus en plus de personnes et de services RH dans les mois à venir. Peut-être qu'on est trop précurseur, je vais m'autoriser à penser ça. Voilà, donc je ne vais pas être plus long, mais en tout cas, nous, on a pensé, quand on a été contacté par Extramile, que ce service ou cette offre était plus qu'intéressante, très innovante. Alors, elle n'est pas facile à appréhender. Ça aussi, c'est peut-être une explication du fait qu'on n'est pas très nombreux ce matin. En termes de communication, c'est compliqué de dire que l'intelligence artificielle peut aider un service RH. Dit comme ça interpelle, je pense. Mais quand on a la présentation, et je pense que ce sera le cas à l'issue de la présentation, on se pose moins de questions. Voilà, je ne suis pas plus long, je laisse la parole. Alors, je crois que c'est Stéphanie qui commence. Oui, c'est ça. Et puis, bon webinaire à tous. Écoutez, déjà, je vous remercie pour l'opportunité aussi pour tous les participants qui ont été interpellés et ont souhaité participer à ce webinaire. L'idée, c'est vraiment finalement le fait qu'on soit en comité restreint, c'est pas plus mal parce que nous, on veut vraiment une interaction. On veut que ce soit vraiment informel et parce que voilà, on sait que c'est un sujet compliqué, on sait que c'est un sujet anxiogène. Nous-mêmes, en tant que dirigeants d'une petite entreprise, on est passé par des mois difficiles, on continue d'ailleurs de passer par des mois très compliqués, donc c'est pas un sujet évident. En même temps, nous on se dit qu'on a potentiellement une des réponses parce qu'on peut pas avoir il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on peut avoir qu'une partie de la réponse grâce à la data, grâce à l'IA et ce qu'on va vous proposer de faire, mais ce qu'on ne veut pas finalement, c'est soit juste nous qui parlions. Il faut vraiment n'hésiter pas à nous interrompre, à demander plus de précision et même à nous faire part, de vos propres problématiques, parce que ça va aider à enrichir la conversation. J'aimerais rajouter un point par rapport à ce qui a été dit par Benoît, par rapport à comment est-ce que vous pouvez réfléchir à notre solution. En effet, ça peut être des situations de crise, comme on l'a évoqué, des situations de crise industrielle, mais ça peut être également finalement des situations structurelles. Je prends le cas d'une entreprise avec qui, d'ailleurs, on va présenter le cas tout à l'heure, avec qui on travaille. On va lancer une expérimentation. Cette entreprise nous a dit, aujourd'hui, on a du personnel en télétravail
Et ça, c'est un problème structurel. C'est devenu un problème structurel parce que la crise a aussi poussé à ça, à changer les habitudes de fonctionnement, à potentiellement faciliter le dialogue par rapport au télétravail pour les entreprises. Mais derrière, il y a tout un enjeu d'organisation à gérer. Donc, ça veut dire que notre outil peut aussi répondre à ces problématiques qui vont devenir le quotidien des entreprises. Alors, moi, ce que je vais vous proposer, je vais partager… Juste sur ce point, avant qu'on se lance dans la présentation, pour rebondir en effet sur ce que disait Benoît, sur le côté peut-être intimidant de l'IA au service du monde RH ou notre propre solution. En effet, depuis notre échange, Benoît, les choses se sont déjà un petit peu incarnées. Ça c'est bien, ça va dans le bon sens, puisqu'on a eu ces premiers clients qui ont lancé l'usage de l'outil de façon d'ailleurs plutôt pérenne, hein, en commençant sur un angle et puis on voit ce qui se grouperait. Et les thématiques qui sont ressorties, juste pour partager, ça peut faire écho avec d'autres. C'est ça, c'est les besoins à très court terme d'analyser les acteurs qui sont en télétravail ou pas, et en fonction des lieux, de faire des scénarios, exactement comme on avait pensé l'outil, de faire aussi des scénarios d'analyse de crise qui pourraient recommencer, la crainte d'une seconde vague à l'automne qui devient quand même très forte, et donc des impacts en termes de mise en position de chômage partiel ou pas, quel est l'impact financier pour mon entreprise. Voilà, ça, c'est des cas concrets qui commencent à être mis en place. Et puis, donc, au plaisir d'en partager sous ces angles-là ensemble, mais ça devient, ça devient incarné. Donc, voilà, je te redonne la parole, Stéphanie, pour présenter le framework et puis après, en effet, les différents angles. C'est ça. Alors, très rapidement, parce que je ne vais pas non plus m'étendre sur qui on est, parce que le but, c'est vraiment qu'on discute des problématiques de crise. Donc, nous, on est une start-up qui, initialement, est basée à Metz. Aujourd'hui, on est également présent sur Paris via notre accélérateur Station F. On est une équipe de 15 personnes, essentiellement d'ailleurs des data scientists et des développeurs. Alors, notre cœur de métier, c'est la data RH. Alors, derrière ce vocable, on peut imaginer plein de choses, mais l'idée de se dire finalement que, en gros, en entreprise, on a énormément aujourd'hui de données, soit de collaborateurs, soit de candidats, qui sont parfois inexploités et qui pourraient être optimisés justement pour optimiser les processus de recrutement. Donc, nous, depuis 5 ans aujourd'hui, on travaille avec des entreprises, des services publics, des collectivités pour améliorer leur processus de recrutement. Ça peut être, par exemple, la diffusion d'offres d'emploi, finalement, qu'on arrive à faciliter via la data, parce qu'on est capable aujourd'hui de dire quels sont les meilleurs canaux sur lesquels diffuser en fonction de votre profil, de pouvoir prédire, par exemple, quel serait potentiellement le coût d'acquisition d'un profil qui est, par exemple, basé sur Nancy, imaginons un profil de commercial. Où est-ce que je peux trouver ce candidat et à quel coût? On est capable aussi de pouvoir optimiser de la donnée interne. Je vais prendre le cas, par exemple, du travail qu'on fait avec Synergie, une agence de recrutement qui a 1 million de CV aujourd'hui et pour qui on va, de manière intelligente, remonter, faire du matching, en gros, entre des offres d'emploi et des CV et remonter de manière pertinente les meilleurs CV en fonction finalement de ce qui est inscrit dans l'offre d'emploi. Donc, autre usage qu'on pourrait imaginer, c'est ce qu'on va réaliser avec un client qui est de pouvoir identifier aujourd'hui combien le coûte chaque canal sur lequel il diffuse. On travaille par exemple ce qu'on appelle métrique. L'idée, c'est de pouvoir aussi dire au client, est-ce que vous dépensez trop peut-être sur tel canal? Et si c'est le cas, comment réduire vos dépenses? Alors, c'est une préoccupation qui va devenir de plus en plus d'actualité pour beaucoup d'entreprises, de pouvoir identifier des zones où ces entreprises peuvent réduire en effet leur budget de recrutement. Et donc ça, c'est des choses qu'on est capable de faire. Donc la data RH, finalement, ça peut avoir plein d'usages et on va vous présenter un des usages qui est aujourd'hui la gestion de crise. Mais sachez qu'on peut également vous accompagner si vous avez d'autres préoccupations autour du recrutement et de la mobilité en interne. Tu peux peut-être montrer la slide d'après, Stéphanie, parce que c'était… Ah bah non, d'accord, excuse-moi, j'ai confondu. Après, donc, tu pourras présenter en effet la partie produit. Alors, qu'est-ce qui nous amène ce matin? Donc, c'est cette fameuse crise. On a parlé beaucoup de crise sanitaire, mais il faut se dire aujourd'hui qu'une crise, finalement, ça va devenir presque
structurelle à une entreprise, parce que la crise sanitaire, c'est une des crises potentiellement qu'on a rencontrées qui est finalement exceptionnelle à plein d'égards, mais au quotidien ou de toute façon dans les mois et les années à venir, il y aura d'autres typologies de crises qui peuvent ne pas forcément impacter autant et de manière aussi large les organisations, mais qui, à l'échelle d'une entreprise, peuvent parfois être des risques réels des risques réels en fait de survie pour l'entreprise. Je peux imaginer par exemple des crises de liquidité, des grèves, voilà, comme on en a connu, des cyberattaques. Tout ça, c'est finalement des crises. Et selon une étude d'ailleurs de PwC, 95% des entreprises en tout cas, vont faire face à des situations de cet ordre. Donc, il faut imaginer qu'aujourd'hui, la crise doit faire partie de la manière dont vous gérez au quotidien votre entreprise. Donc, la question, ce n'est pas finalement est-ce que ça va arriver, la question, c'est quand ça va arriver et comment anticiper finalement ces crises-là. C'est vrai qu'on a évoqué la crise de manière, on va dire, négative, parce que c'est finalement là aussi l'essence du mot, mais on pourrait également imaginer des situations inverses, c'est-à-dire vous faites face à une forte croissance et vous devez rapidement monter en échelle avec vos équipes. Alors la question se pose, comment le faire? Et donc ça, c'est aussi des enjeux que aujourd'hui un décideur et un responsable RH doivent pouvoir adresser. Alors, la bonne nouvelle, comme on l'a dit en préambule, c'est que la data RH, telle qu'on se l'imagine, peut apporter une réponse à ces préoccupations-là. Parce que finalement, la data, elle a un avantage, c'est qu'elle est factuelle. Vous l'avez, mais peut-être vous ne le réalisez pas. Vous l'avez dans vos SIRH, vous l'avez dans votre organisation. Et l'idée pour nous, c'est de pouvoir compiler l'ensemble de ces données sur un endroit, donc sur notre plateforme XtraMile, et de pouvoir en ressortir des éléments qui vont vous permettre de prendre des décisions. Alors j'insiste, la data et l'IA ne sont pas des substitutions, en tout cas, ne sont pas là pour se substituer à l'homme. La data RH est là pour être un outil d'aide à la décision, pour faciliter justement la prise de décision par le dirigeant. C'est ça l'importance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'IA fait peur, mais je pense que c'est parce que les gens s'imaginent que miraculeusement, l'IA va remplacer l'individu, mais c'est pas ça. On est encore très très loin justement de ce schéma où on a des robots qui remplacent les hommes. Non, l'IA aujourd'hui est là pour accompagner. C'est d'abord et avant tout un outil d'aide à la décision. Et c'est très important de l'appréhender ainsi. Donc, comme je l'ai dit, notre méthodologie, finalement, on peut l'imaginer en 4 temps. La première étape, c'est de rassembler la donnée que vous avez. Donc, ça peut être des données sur Excel, ça peut être des données peut-être beaucoup plus structurées dans le cadre d'un SIRH, ça peut être d'ailleurs d'autres types de systèmes d'information. Nous, on va compiler l'ensemble de ces données-là et derrière, on va mettre en place des métriques, des KPI. J'imagine qu'en fonction de vos business, vous pouvez avoir des KPI différents. Nous, on les met en place et derrière, on vous aide à visualiser déjà la donnée et derrière à pouvoir même prédire certaines problématiques, comme on va le voir tout à l'heure. Par exemple, la problématique du télétravail, la problématique de l'absentéisme ou de l'indisponibilité d'un collaborateur. Tout ça peut finalement être mieux anticipé grâce aux données que vous avez déjà au sein de votre entreprise et qui sont inexploitées. Et donc, je vais laisser la parole à Xavier, qui va donner un peu plus finalement d'éléments par rapport à qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir être en meilleure position pour vous accompagner sur ces sujets-là. Xavier ? Super. Merci Stéphanie, je vois la slide qui finit d'apparaître. Donc en effet, pour donner un peu de contexte, de recul historique par rapport à l'offre sur laquelle on commence d'échanger, pour parler un tout petit peu sans être trop long de l'ADN d'XtraMile, qu'est-ce qui a fait qu'on est en mesure de répondre, d'adresser ces problématiques aujourd'hui? Comme le disait Stéphanie, en 2 mots, nous, on est un acteur spécialiste technologique basé sur l'IA, sémantique notamment, et ce genre de modèle, de la data RH, un secteur, une espèce de transversal sur la notion de data, et qui nous permet donc d'adresser plutôt des thématiques de sourcing. Jusque-là, on était plutôt sur cet angle-là avant ce nouveau monde dans lequel on entre. Donc, vous voyez 4 entités, ce sont 4 briques. On avait et on a toujours donc des outils avec certains acteurs avec lesquels on travaille sur la slide. Le premier, c'est ce qu'on appelle le parsing et c'est au cœur de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on peut faire
dans ce nouvelle approche d'entité de crise. Le parsing, c'est-à-dire, nous, on travaille sur des offres d'emploi, des profils, et c'est l'extraction de données, c'est être capable de repérer une adresse, un nom, un email, une compétence, tous les éléments qui sont dans une offre ou dans un CV, traiter ça de manière intelligente et organisée. C'est ce qui permet d'ailleurs de faire de façon fine le tri, le matching entre du coup une offre d'un côté et un CV, sans du coup analyse, travail du personnel RH. Comme le disait Stéphanie, c'est vraiment pour l'accompagner. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de, comme souvent dans les outils booléens, la nécessité d'aller mettre un mot-clé, etc. Là, ça fait gagner un temps considérable. C'est l'analyse des besoins d'une offre qui sont mises face à un profil. Et donc, il y a une accointance, il y a une correspondance. Et après, par contre, le responsable RH peut nuancer, approfondir un trait et donc aller plus loin sur tel ou tel élément. Et la data RH permet justement d'aller beaucoup plus vite et d'être une aide à la décision. Il y a un autre outil qui s'appelle donc un outil d'audit métrique. C'est sur les politiques de sourcing. Des clients ont souvent plusieurs canaux de diffusion, des job boards divers et variés. Et il y a tout un travail qui est souvent fait en interne ou par des agences d'analyse pour savoir finalement quel canal est pertinent, me ramène tel ou tel CV. C'est très chronophage aussi, c'est très long. On a un outil là qui permet de dire très rapidement, voilà la pertinence de tel canal, plutôt pour tel profil, pour telle région, pour tel niveau d'expérience, à quel coût. C'est un outil qui était très demandé avant crise. Il y a peut-être des éléments sur des budgets RH qui sont aujourd'hui en suspens, mais voilà. Et dernier point, la diffusion, c'est-à-dire l'optimisation, c'est un peu toutes ces briques ensemble, ce qu'on appelle la programmatique RH, qui est, étant donné un besoin, une offre, ExtraMile va automatiquement pouvoir aller allouer, peut-être mieux que des politiques justement de diffusion existantes, sur des bons canaux, par exemple Facebook, Indeed, Le Bon Coin, partout sur le web, là où il y a des gens qui se déplacent sur le web, qui voient une annonce, qui peuvent cliquer et être ramenés sur une offre d'emploi de façon plus efficace. Voilà, ça, c'était donc notre cœur de métier, comme on l'a compris, sur une technologie assez poussée et qui nous a permis de travailler avec le ministère des Armées, des grands groupes comme Ségula Technologies ou Orange, etc. Mais le Covid est arrivé et donc nous sommes demandé, ou on nous a demandé aussi qu'est-ce qu'on pouvait faire un petit peu pour répondre à ce contexte dans ce nouvel environnement. Et ce que je viens de présenter un petit peu brièvement en amont, c'est cet élément de parsing, d'analyse, de compétences, de traitement d'une offre ou de documents RH en général, peuvent effectivement être mises à profit pour structurer une donnée qui, cette fois, est plus interne à l'entreprise que externe pour le sourcing, en disant, en fait, quand je fais un audit de mes éléments, j'ai tant de compétences sur ce site, à telle distance d'un site principal, j'ai tant de télétravail. Voilà ce qu'on a fait. Donc, on voulait mettre en regard notre technologie antérieure et ce qu'on a mis en place rapidement pour être opérationnel dès maintenant, donc en quelques semaines. Le but étant de faire là des analyses, des scénarios, des impacts financiers. J'en parlais, c'est très important. Que se passe-t-il si je dois remettre tout un site en télétravail ou toute une partie de ma population? Quel est l'impact en chômage partiel, pardon? Quel va être l'impact financier? Ce genre de choses. Donc, voilà comment on l'a organisé. Et si on passe à la slide d'après, ça reste un scénario qui se veut simple en 2 temps. Et là, on le voit, on est très content. C'est exactement ce qui se passe avec des clients qui donc commencent. Ils avaient besoin d'un audit à un temps T0. Finalement, ils ne savaient pas combien de personnes étaient ou pouvaient être en télétravail. Donc, ça peut paraître mais en fait, c'était extrêmement long de savoir. On part d'une entreprise de 600 personnes. Bon, bah là, on va très rapidement leur dire qui l'est, selon quelle thématique, telle géographie, tous ces éléments-là, quelque chose de statique. Et puis, on fait un stress test, un scénario. Que se passe-t-il? Eux, par exemple, ils ont très peur d'une seconde vague. Que va-t-il se passer si je dois mettre en chômage partiel toute une partie de mes salariés, de mes collaborateurs? Qu'est-ce qui va changer? Donc, en temps T1, et du coup, on va voir toutes les thématiques, la dynamique évoluer. Voilà comment se passe l'outil. On va le montrer après. Il reste très granulaire, c'est la force. Alors, si on passe à la slide d'après. Allô? Ouais, on a Allô? perdu Xavier. Ouais, je Oui, pense qu'on on a a perdu perdu. Xavier.
Du Je vais coup, prendre la par main après. rapport… Oui, tout à fait. Donc là c'est simplement pour préciser qu'aujourd'hui, on travaille avec Microsoft. Nous n'avons pas voulu redévelopper tout un Ah, environnement front Alors voilà. AI de chômage ben le voilà. partiel. On t'avait Ah perdu, mince, Xavier. On il y a t'avait perdu. longtemps? Il y a longtemps? Non, il y a quelques secondes, mais vas-y, tu peux Ah, reprendre désolé. le slide. Non, il n'y a Ok. pas de souci. Donc, il y a pas mal de briques qui sont utilisables et c'est très élastique. Ça, c'est un grand avantage. Donc, il ne faut pas avoir l'idée que c'est un peu pléthorique. On peut le designer sur une fonctionnalité ou plusieurs. Mais ça, c'est notamment grâce au fait qu'on puisse utiliser Power BI là-dessus. Et j'ai d'ailleurs à peu près tout dit, en espérant avoir été clair donc, sur la façon d'utiliser cet élément-là. Donc, je passe un peu sur cette slide. C'est pour montrer en fait que mais on le voit avec ses premiers clients, on va commencer par exemple sur une analyse de télétravail, mais ils ont déjà des questions sur effectivement la formation, le renouvellement de formation de mes collaborateurs. Est-ce que je peux avoir des alertes anticipatrices, ce genre de choses? Donc tout à fait, il peut y avoir plusieurs blocs qui s'organisent en fonction de besoins et qui peuvent être designés, encore une fois, en fonction des besoins. C'est assez souple et en croisant des données. Donc, je vais m'arrêter là après le contexte général qu'a présenté Stéphanie sur nous, Extramile, ce qu'on faisait, ce qu'on peut faire sur ce nouvel outil finalement de notre gamme, qui est plus de la gestion de compétences internes et moins du sourcing externe comme on faisait. Et on va montrer sur quelques études de cas où Pascal un petit peu ce que ça donne en réel, une entreprise fictive. Donc maintenant, prochainement, on pourra montrer des entreprises réelles qui ont décidé d'avancer, mais une entreprise fictive de 1000, Pascal, de quelques centaines de 20 000, c'est collaborateurs. 5 000. Voilà, et comment on peut faire, comme ça rend les choses physiquement visuelles et concrètes. Donc, je te laisse la main et la parole, du coup. Oui, Vas-y, peut-être Stéphanie. avant de Ah oui, présenter, d'accord, le en case fait. study sur un premier Voilà, groupe. exactement. C'est juste pour vous donner, encore une fois, c'est des pistes de réflexion sur lesquelles on travaille actuellement avec, pour le coup, des clients réels. Donc ça, c'est donc un groupe industriel qui est basé dans la région du Grand Est et qui actuellement a 600 employés. Et leur problématique, à l'heure actuelle, c'est de manière urgente de pouvoir avoir un outil de reporting du télétravail en temps réel et aussi de manière prévisionnelle. Et l'idée, c'est vraiment pour la responsable RH de pouvoir piloter au mieux les personnes qui sont présentes sur site et les personnes qui sont à distance, et derrière aussi de pouvoir suivre le processus de validation, enfin pour les managers, le processus de validation du télétravail. Donc ça, c'est un besoin qu'elle a exprimé et qui correspond à ce qu'on va vous présenter. Et nous, on va mettre en place donc une expérimentation là dans les prochains jours. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un pilote d'ici la fin du mois de juillet. Donc ça, c'est un exemple d'un besoin exprimé, donc qui peut coller potentiellement avec ce que vous avez aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Pascal pour le coup, pour nous donner un peu plus d'autres scénarios qui pourraient être adressés par notre outil. Merci Stéphanie. Je vais reprendre la main, peut-être je vais partager mon écran. Avant de commencer, je pense que vous devez vous poser la question de la raison pour laquelle j'ai une tenue militaire. En fait, moi je suis un ancien de l'armée de l'air, et donc j'ai rejoint Extramile il y a 1 an, mais l'armée m'a rappelé pour que je fasse une période pour compenser des départs donc, pendant le mois de juillet. Et donc là, en fait, j'ai effectué une période d'intérim d'1 mois. En fait, on appelle ça chez nous la réserve. Dans le service où j'ai été avant, qui est le service du traitement de la donnée RH. Donc je vais partager mon écran. Vous me dites si ça fonctionne. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Je dirais l'animatrice. Donc, en fait, comme disaient Stéphanie et Xavier, la force d'Extramile, c'est cette capacité à traiter la donnée RH. Moi, je l'ai vu dans l'armée et dans d'autres entreprises. La fonction RH a énormément de données, mais c'est difficile de la ranger parce qu'elle est très hétéroclite, écrite. Elle peut être très bien rangée dans un système d'information, mais il y a plein d'autres données qui sont beaucoup moins bien rangées. Essaye de nouveau, Pascal. Tu peux essayer de nouveau. Ok, j'essaye de nouveau. Et donc, la force d'Extramile, c'est d'arriver à traiter cette donnée, qu'elle soit de la donnée… ah oui, ça va marcher là. Alors, attends, partager mon écran. Vous me dites si vous voyez le partage, hop, affichage, plein écran. Et là, est-ce que vous voyez? C'est bon? Ça arrive là.
Et donc, en fait, la force d'Extramile, c'est d'arriver à aller chercher cette donnée, quelle que soit la façon dont elle est écrite, dont elle est rangée, quel que soit le format. La donnée concernant les personnes, la donnée concernant soit la donnée au quotidien, soit la donnée sur les compétences, est-ce qu'ils sont disponibles, pas disponibles, qu'est-ce qu'ils font, où ils travaillent, enfin toute la donnée. Et donc, Extramile, on arrive à traiter toute cette donnée et après on arrive à la présenter pour aider à prendre des décisions. Ça soit de la donnée quotidienne, soit de la donnée à plus long terme. C'est exactement ce qu'ont dit Stéphanie et Xavier. Et donc là, on a pris un exemple d'une entreprise complètement fictive qu'on a créée. Alors, le problème, c'est que j'ai cette fenêtre-là, vous devez la voir aussi, j'imagine, elle va vous gêner. On a pris une entreprise complètement fictive qu'on a créée, mais c'est vraiment un modèle et Power BI permet de visualiser, d'adapter la visualisation aux besoins de l'entreprise. Là, nous, c'est un simple modèle, mais on peut faire vraiment ce qu'on veut, afficher vraiment ce qu'on veut. L'entreprise qu'on a pris, qu'on a modélisée, comme disait Xavier, c'est une entreprise de 1000 salariés. Les 1000 salariés, on les a répartis dans 26 métiers qu'on voit ici. Donc, et on a pris les lettres de l'alphabet. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a 53 salariés qui font le métier P, le métier K, il y a 39 salariés. On est allé jusqu'à aussi modéliser les criticités de chaque métier, partant du principe que les métiers de type A sont les plus critiques, c'est-à-dire c'est ceux pour lesquels les compétences sont difficiles à acquérir. Il y a peu de ressources à l'extérieur. Si les employés partent, on a du mal à les remplacer. Et puis, en l'absence de ces employés-là, on a du mal à travailler à pleine puissance dans l'entreprise. En partant du principe qu'on a défini 4 niveaux de criticité, il pourrait y en avoir 5 ou 2, ou comme on veut. On a aussi une information là qu'on peut visualiser à titre d'exemple. Est-ce que les employés peuvent télétravailler ou pas? Donc, vous voyez que dans cette entreprise-là, on a un peu plus de 400 employés qui peuvent télétravailler. On a aussi intégré un autre type de données, c'est la donnée sur une donnée sur la situation géographique des employés et le rapport par rapport à, là si on prend le cas du Covid, on avait à un moment une information sur les départements qui étaient classés rouges. On aurait dû avoir des départements oranges, ce qui n'a pas eu lieu, mais enfin en tout cas on peut aller chercher cette donnée-là, et des départements verts. Bon, il y a un petit bug dans les couleurs, mais en tout cas, on peut aller aussi chercher cette donnée et la croiser avec l'adresse des employés. Et par exemple, la force de Power BI, c'est que, en termes d'aide à la décision, si vous voulez savoir quels sont les employés qui sont en secteur rouge, vous avez juste à cliquer sur la donnée rouge et vous avez tout de suite la liste des employés qui apparaît ici. Alors, vous voyez qu'on l'a anonymisé. L'employé 33, on peut aller chercher dans une autre base de données de qui il s'agit. Mais surtout, on voit les métiers qui vont être en tension. Par exemple, on voit le métier eau qui va être en tension, puisque si on part du principe que les employés en zone rouge ne peuvent plus se déplacer, eh bien, on aura peu d'employés disponibles avec le métier eau. Et si on cherche en plus à croiser cette donnée avec, d'accord, mais j'en ai 74 qui sont des métiers critiques, donc si je veux savoir en plus de ça, quels sont les employés qui sont en métiers critiques, qui ont des métiers critiques et qui sont en zone rouge, c'est-à-dire ceux dont j'ai vraiment besoin, eh bien, c'est voilà, pour le métier X, ces gens-là. Et si on veut en plus savoir ceux qui ne peuvent pas télétravailler, eh bien, je vais en plus affiner ma recherche. Et là, je sais que ces employés-là, dont la liste apparaît ici, sont en zone rouge, métier critique, et ne peuvent pas télétravailler. Donc, je vais avoir un problème pour mettre en œuvre ces compétences-là. On est juste sur un exemple, mais vous voyez, on peut croiser toutes ces données à partir du moment où on est allé les chercher. Et puis, nous, notre métier, ce n'est pas de vous faire travailler, c'est de récupérer les données et nous, on va les traiter pour pouvoir les afficher. Donc, il y a en fait très peu de travail de la part de la fonction RH. Là, c'est juste un exemple. Vas-y, Stéphane. Et je voulais juste, je me permets de préciser aussi que sur l'écran d'avant, le filtre, donc voilà, si jamais voilà, la visualisation est un peu compliquée, on peut également utiliser les filtres pour faire finalement la même chose qu'a fait. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer un autre. On peut soit cliquer directement sur la barre. Vas-y, Xavier. Sur le filtre. Oui, voilà, moi je voulais juste préciser,
en amont un petit peu de ce qu'on disait en amont que, encore une fois, là, on montre ces angles-là facilement adaptables. Ce n'est pas figé sur cet ordre-là, sur cette présentation-là. C'est finalement ensemble avec l'entreprise que les éléments les plus importants apparaissent dans un atelier en disant finalement, moi, je vais vouloir surtout ça comme données. Par contre, après, c'est visualisable comme ça, c'est traitable comme ça, c'est exportable sous format Excel très facilement comme ça, mais ce n'est pas figé exactement sur ces ratios qu'on montre. Ils peuvent donc se détailler autrement. C'est-à-dire que ce qu'on fait avec le client là, dont tu as parlé, Stéphanie, c'est qu'après, en fait, l'idée de vous montrer ça, c'est vraiment de vous montrer le potentiel de l'outil. Mais après, on peut l'adapter. Vous voyez que là, je vous ai montré une activité au quotidien. Je vais pouvoir vous en montrer d'autres. Cette planche-là, on est plus sur « tiens, je me projette dans le futur ». Là, on a toujours nos employés, donc c'est de manière verticale, mais on voit nos sites. Et par exemple, on dit, tiens, donc on a pareil, on a modélisé les sites, on les a appelés X01, X02, on a une vingtaine de sites. Par exemple, je sais que parmi vous, il y a un cabinet là, qui a un certain nombre de sites. On pourrait imaginer voilà, chaque agence. Et si je clique sur un site, j'ai tout de suite les informations, l'état des lieux du site, à nouveau des éléments sur la mobilité des employés. Et puis, je peux me dire, tiens, si je veux ouvrir une succursale, ouvrir une agence qui est sous le modèle de l'agence X14, de quel type de profil je vais avoir besoin. Et vous voyez, on voit tout de suite que des profils avec le métier G, j'en ai pas besoin. En revanche, les métiers Q, j'en ai a priori besoin de 5. Et si je clique sur le métier Q, pardon, j'ai même le profil des employés. Et après, ça pourrait me ramener vers leur CV ou autre. Mais je voudrais passer sur une autre encore visualisation. Là, on retrouve, j'espère que je ne vais pas trop vite, mais il y a tellement de potentiel de l'outil que voilà, je voudrais un peu vous montrer tout, mais n'hésitez pas à m'interrompre et n'hésitez pas, après nous, je vous le redis encore, on s'adapte vraiment à votre besoin. À partir du moment où la donnée est disponible, vous n'avez pas à la retravailler, nous, on la retravaille nous-mêmes, avec l'IA ou pas, et puis on vous la visualise. Là, on retrouve nos métiers, et là, on est allé un peu plus finement dans les métiers. On est parti d'un modèle où, pour chaque métier, on définit 4 niveaux. Donc, on peut imaginer les apprentis, les employés un peu plus anciens, les cadres intermédiaires et les cadres supérieurs. Et on peut voir, pour chaque métier, justement, avoir une idée de la pyramide. On voit que, par exemple, dans le métier W, on a à peu près une répartition équitable. Dans le métier R, on a très peu d'individus de deuxième niveau. En revanche, on a beaucoup d'individus de premier niveau. Donc, on peut déjà anticiper une évolution de ces pyramides. Et puis, évidemment, quand je clique dessus, je sais tout de suite, j'ai tout de suite les informations sur les noms des employés. Je sais que c'est des métiers de niveau criticité B. Je sais que c'est un métier où les gens peuvent télétravailler. On a aussi des emplois secondaires, je ne m'attarderai pas dessus, parce que j'ai encore d'autres choses que je peux vous montrer. Là, je vais vous montrer 2 fenêtres où on est plus dans la gestion du quotidien. La gestion du quotidien, on peut imaginer deux domaines, mais on peut imaginer beaucoup d'autres. On a un de nos sites qui est plus exploitable, ou on a un employé qui est plus disponible. Commençons par le site qui n'est plus exploitable. En haut à gauche, on vient chercher le site concerné. Admettons que ce soit le site X03. Donc, la machine me dit que j'ai 51 employés dans le site X03, etc. Et ma question, c'est si je ne peux plus si le site X03 n'est plus utilisable, quels sont les employés, là je remets à 0, j'anime mes filtres, quels sont les employés qui pourraient compenser l'activité du site 03, qui pourraient éventuellement venir sur ce site, ou en tout cas à quelle distance ils sont de ce site-là. Et là, à partir du moment où on a l'information de la situation géographique du site, l'adresse de chacun des employés, on peut tout de suite en déduire, en fonction de leurs compétences, puisqu'on a aussi les compétences des employés, c'est-à-dire en fonction de leur métier, on peut tout de suite avoir l'information. On a, vous voyez, les employés les plus proches,
c'est évidemment les employés du cycle 03. Et puis après, on peut aller chercher, normalement, si ça fonctionne, je vais faire comme ça. On peut aller chercher les employés. Ah mince, il ne me met que les employés. C'est bizarre. Ça. Bon, là, j'ai peut-être un petit bug, mais en tout cas, vous voyez, oui, la machine elle continue à tourner. On peut aller chercher tous les autres employés par rapport au site X03, même si ce n'est pas le lieu de leur travail. On peut aller chercher la distance par rapport à ce site-là et savoir si, en fonction de leur distance, si on peut les ramener sur le site X03 de manière temporaire, combien ça pourrait nous coûter, parce qu'on peut aller chercher des informations sur le coût du transport et quelle est leur compétence, etc. etc. Et puis, d'ailleurs, l'entreprise avec laquelle on va commencer nous a indiqué qu'ils avaient ce genre de thématique, par exemple, des collaborateurs qui étaient en Belgique et qui, pour une certaine raison, étaient bloqués en Belgique à cause des fermetures de frontières et à quel coût, du coup, trouver potentiellement un remplaçant, ce genre de choses. Ben, tout à fait. Et là, on a, alors vous voyez, on peut en plus avoir une visualisation beaucoup plus confortable. On peut même visualiser sur une carte les informations. Là, on est plus dans une vraiment gestion quotidienne. On imaginait, par exemple, on avait un client qui nous parlait du fait qu'il gérait des chantiers et qui tous les matins devait programmer les absences d'un ouvrier sur un chantier. Et pour que le chantier continue à avancer, il fallait pouvoir à tout prix trouver un remplaçant. Mais il découvrait l'absence d'un ouvrier le matin et il passait sa matinée à essayer de trouver quels étaient les 4-5 employés qui pouvaient venir le remplacer ponctuellement. Ce qu'on fait, nous, avec notre outil, c'est que la machine va lui dire, eh bien, voilà les employés en termes de compétences, en termes de distance et d'autres facteurs, par exemple en termes d'habilitation, qui pourraient remplacer celui qui est absent. Ce qui fait qu'après, le manager n'a plus qu'à passer beaucoup plus de temps et a beaucoup plus de disponibilité pour appeler ces employés-là qui viendraient remplacer celui qui est absent et discuter avec eux de est-ce que tu peux venir temporairement sur ce site-là? Je sais que tu n'avais pas prévu d'y aller ce matin, mais ça nous arrangerait bien parce qu'il y a un tel qui est malade, etc. Il faudrait le remplacer 15 jours, etc. La machine, en fait, c'est un meilleur ciblage, en fait. Ça permet de cibler tout de suite. Par exemple, vous voyez, regardez, je vous montre un exemple. Tout à fait, oui, c'est ça. On a la liste des employés. Mettons que ce soit l'employé numéro 460, je prends au hasard, qui soit absent. Donc, on voit que son emploi, c'est un employé qui a un métier J. Donc, en fait, j'ai besoin d'un employé de métier J. Donc, j'efface. Et là, la machine me dit, OK, tous les autres employés qui ont un métier J, c'est ceux-là. C'est ceux que je trouve ici. Et moi, je vous classe en termes de compétences d'habilitation. Ceux qui sont les plus proches, c'est ceux-là, mais ils ne sont pas disponibles vraiment pour déplacer, parce que pour d'autres raisons, de multiples raisons. Et ceux qui sont plus disponibles, c'est ceux-là. Avec le plus disponible, c'est l'employé 121. Et si je vais chercher l'employé 121, là, la machine me dit, bon, ben, il est là. Et puis, il faut, voilà, la distance, c'est 37 km. Ça vous coûterait à peu près 28,91 €. Bon, je vous fais grâce des virgules, mais ça, c'est juste la modélisation mathématique. Et il faudra à peu près 1 heure, même si pour faire 37 km, mais ça dépend. Si on est en région parisienne, 1 heure, c'est déjà bien. Il faudrait à peu près 1 heure pour rejoindre. Et donc là, vous n'avez plus qu'à payer le 121. Si le 121, ben, finalement, ce n'est pas le plus pertinent parce qu'il vous dit oui, mais malheureusement, ce matin, je ne peux pas. OK, on appelle le 208. Et là, on n'a pas à se poser la question, aller chercher dans un tableau Excel. Oh, alors, machin, il n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Attends, il faut que je trouve celui qui peut le remplacer, etc. La machine vous fait déjà un tri avec des critères de distance, de compétences, d'habilitation. On n'a plus qu'à passer le coup de fil parce qu'on est quand même dans les relations humaines. La machine, ce n'est pas elle qui va écrire un mail à l'employé 121 en lui disant tu vas là-bas. Il y a tout un travail de discussion, évidemment, puisque pour lui, il va découvrir qu'on lui propose d'aller travailler ailleurs pendant quelques jours. Pascal a prononcé le mot Excel, qui est un petit peu le mot effectivement qui est notre cœur de valeur ajoutée. L'ensemble de nos solutions sont des solutions qui sont aujourd'hui faites par quelques collaborateurs autour d'outils type Excel ou de multiples Excel qui peuvent vite devenir labyrinthiques.
Là, ça permet, toujours dans cette idée d'aide, des outils d'aide à la décision sans prendre la décision à la place de qui que ce soit, d'un manager ou d'un RH, mais de changer de niveau, de masse de données à gérer, de visualisation aussi de l'information et d'aller vite en fonction des scénarios, quelle option prendre. Et, Voilà. et on peut avoir plusieurs niveaux d'habilitation, c'est-à-dire qu'on peut imaginer le manager d'un site ou le RH d'un site qui a une modélisation de sa population, et puis on peut imaginer un niveau supérieur où le DRH groupe, voire les dirigeants, le CODIR, qui a une visualisation globale de la situation. On peut imaginer aussi avoir un outil quotidien, c'est ça qu'on a vu avec le client récent, qui veut savoir en permanence qui est en télétravail, qui ne l'est pas, et qui prévoit d'être en télétravail la semaine prochaine. Et puis éventuellement pour commencer à faire des modélisations sur le coût du télétravail, parce que en plus avec tout ça, on peut faire comme disent Xavier, Agnès et Stéphanie, des stress tests, c'est-à-dire dire tiens, si je mets tant de pourcents de ma population en télétravail, ou si je mets tous ces métiers en télétravail, quel impact sur tel site? Ah ben oui, mais là, c'est le site qui a le plus d'individus de ce métier-là, donc effectivement, là, il va être vraiment en sous-activité. Et voilà. On a énormément, là, c'est vraiment qu'un seul exemple, et c'est nous qui avons fait ce modèle-là. Hein. Les blocs, on peut les mettre où on veut, on peut mettre les cartes comme on veut. Et un autre exemple, en fait, justement, sur lequel on va travailler potentiellement avec le client, c'est la modélisation du chômage partiel. Parce que, bon, comme il y a justement des décotes qui sont faits au fil des mois par rapport au remboursement effectué par l'État, donc il faut pouvoir modéliser de manière prévisionnelle quels pourraient être les coûts associés de mettre en chômage partiel les effectifs. Donc ça, c'est pareil, des choses qu'on peut modéliser, nous, à moyen terme, long terme, voilà. Tout à fait. Et une des questions du client, c'était de savoir, effectivement, en fonction, est-ce que ça s'actualise? Si, par exemple, le taux de remboursement du chômage partiel est 84%, mais qu'il y a un changement gouvernemental, que ça passe à 75 ou à 70, enfin, est-ce que ça peut s'actualiser ou est-ce qu'on peut faire des scénarios anticipateurs pour voir quel est mon impact financier? Voilà, c'est tout à fait ce genre de choses qui peuvent être faites dans cet axe-là. Donc voilà, en fait, on a pas mal parlé. Donc ce serait intéressant de voir, vous, comme ça, à chaud, vos réactions, les questions que vous avez éventuellement, ou peut-être des problématiques que vous rencontrez au quotidien et que vous aimeriez partager. Alors moi, j'ai une question par rapport à votre solution que vous proposez. C'est une plateforme en mode SaaS. Comment ça se passe au niveau… Alors, tout à fait. C'est donc en forme SaaS. Tous nos outils sont en format SaaS, ceux que je mentionnais dans les blocs antécédents. Là, on est passé donc par l'environnement Power BI pour aller plus vite, et d'où ce front qui n'est. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ça a Allô? coupé, mais oui, on vous Ouais, c'est bon. entend. Pardon. D'où ce front pour aller plus vite. Et en fait, ça coupe encore? Oh là là. Non, c'est bon, c'est Allô, bon. allô? Ah bon, pardon. Et donc, il y a la possibilité soit de passer par des outils Microsoft que le client souvent possède déjà, et donc c'est dans la suite Microsoft, soit de même que nos outils en SaaS. Power BI est intégré du coup à nos outils, et là c'est donc une connexion directe comme on peut faire pour nos autres outils, donc en SaaS en effet. D'accord. Donc en termes de coût, c'est un coût annuel qui est renouvelé. C'est pas une solution qu'on achète clé en main et puis après voilà, on a Alors c'est le… ça, c'est plutôt sur un mode licence. Nous, ce qu'on met en D'accord. place avec les clients actuellement, c'est une phase comme sur nos autres outils, POC test pour être sûr que ça, c'est exactement dans le scope voulu, de 1 à 2 mois. Et puis après, on passe en mode licence. Sur cet outil-là, qui est donc un petit peu nouveau, on réfléchit à quelque chose de l'ordre d'un pricing par nombre d'employés, parce que là, c'est vraiment en fonction des employés. Donc, de l'ordre de 2 euros par employé, de 1 à 2 euros. Ça peut être évolutif en fonction des blocs. Comme on l'a vu, il y a beaucoup de fonctionnalités qui peuvent être ajoutées. Donc, on réfléchit à quelque chose d'un petit peu un bloc
général qui serait le premier besoin du client, comme par exemple le client conventionné sur le télétravail. Et au fur et à mesure qu'on veut rajouter des éléments, il y a un petit incrément. Voilà. Donc, le 2 € par employé, c'est un petit peu 2 € par employé par mois. Et puis, c'est une licence pour 1 an, mais qui peut s'arrêter en cours d'année, voilà, en fonction des besoins du client. C'est un peu ça le modèle vers lequel on va. D'accord. Sachant que le coût va dépendre aussi, si je peux me permettre, de la… on va chercher vos données RH. Si vous avez des données RH dans un système d'information qui sont très bien rangées, vous imaginez que ça va être plus facile que si vous n'avez pas du tout de données RH rangées. Et par exemple, si les seules données RH que vous avez, c'est les CV de vos employés, il va falloir qu'on mette en œuvre notre outil Parsing, qui est basé sur l'intelligence artificielle, qui va analyser toutes les compétences dans les CV. Ça, c'est vraiment une des richesses, une des pépites d'Extra-Mile. C'est à partir d'un CV, on peut aller chercher tous les éléments concernant une personne, en tout cas tout ce qui est écrit dans le CV, et puis ça va nous permettre après de savoir qui sait faire quoi, etc. Donc, s'il faut mettre ça en œuvre, ça peut être un peu plus… En effet, un point qui est important, c'est l'hétérogénéité des sources de données. Là, par exemple, le premier client avec lequel on va commencer, il y aura des informations qui seront reçues par Google Forms. Il y a des informations qui viennent d'un extrait de SIRH, un outil type Cegid, où ils ont des données. Il y a peut-être d'autres éléments une espèce de référentiel qu'ils ont. Bref, il y a au moins 3-4 sources de données différentes qui sont donc mixées. Il pourrait y en avoir d'autres si vous avez des données sous format Excel ou un autre type de SIRH ou en base de données même directement. Enfin bref, donc ça, c'est un point. Et là, les formats peuvent être assez variés. Et nous, notre force ou notre agilité, c'est d'aller prendre ces formats variés, d'aller tout regrouper sous un même schéma d'analyse, comme on a présenté, simple à utiliser après. D'accord. Merci. Vous voyez un besoin particulier dans soit ce qu'on a, les cas d'abord un peu fictifs et maintenant de plus en plus concrets qu'on avait imaginé, ou quelque chose de plus… Voilà, parce qu'on sait que ça peut être assez différent en fonction des entreprises, entre l'absentéisme sur un chantier ou des scénarios de chômage partiel, mais il y a une thématique qui vous paraît plus pertinente dans vos cas? Alors en fait, moi je suis pas DRH, hein. En fait, moi je travaille pour la société Liscom. On propose des solutions de financement aux entreprises. Et justement, l'intelligence artificielle et l'outil que vous présentez est tout à fait dans ce que nous on peut financer en fait. D'accord. Donc voilà. Donc Ah oui, ça pour aider les entreprises tout à à fait utiliser ça. à D'accord. acquérir votre outil. Eh bien nous, on est en mesure de Bien ça. proposer une solution de financement locative pour les entreprises qui auraient ce besoin-là. D'accord. D'accord. Voilà. Donc ça m'intéresse beaucoup ce que vous faites et voilà, c'est sympa. C'est un beau, ça a l'air d'être un bel outil, hein. Merci. On a l'impression que ça répond effectivement à ce besoin de ce nouvel environnement dans lequel on entre, un Alors peu oui, en fou. plus, il y a quand même beaucoup de… Enfin, moi, je me suis un petit peu renseignée, hein, il y a quand même beaucoup de DRH qui disent être informés quand on bénéficie de l'intelligence artificielle dans leur métier. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de DRH qui sont vraiment équipés pour, de l'intelligence artificielle. Pour l'instant, c'est pas encore généralisé, j'ai l'impression, hein. Tout à fait. Alors, nous en fait, on a rencontré deux points bloquants essentiellement. C'est parfois c'est parfois une incompréhension de ce que l'outil peut faire, parce qu'on n'arrive pas forcément à formaliser exactement le besoin et potentiellement comment est-ce que l'IA pourrait y répondre. Et parfois, c'est simplement des problématiques techniques. C'est même pas forcément une résistance au niveau finalement des décisionnaires RH, mais c'est parce que parfois la technique peut pêcher, c'est-à-dire qu'on peut avoir en effet des informations qui sont très hétérogènes et qui se retrouvent sur plein de différents outils. Et c'est pour ça que nous, très tôt, on a décidé d'avoir une approche agnostique en termes de d'où vient la donnée. On n'a pas besoin qu'elle soit structurée, on n'a pas besoin qu'elle soit bien faite. On peut l'interpréter, on peut l'apprendre et ça peut en effet faciliter la prise de décision Et parfois puis, au niveau de certaines oui, entreprises. votre outil, il a le but de faciliter la vie du DRH et Exactement. de… oui, complètement. tout à fait, oui.
Et puis, c'est ce qu'on a essayé de montrer là dans cet outil avec ce front particulier. Peut-être ça peut être l'objet d'un autre échange ensemble. Sur les autres briques que moi je mentionnais, où le front est encore plus travaillé, parce que là, c'est pas issu de Power BI et de Microsoft. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est volontairement user-friendly, très simple d'approche. Je pense qu'il n'est pas encore tout à fait clair dans l'esprit de tout le monde que l'IA, c'est vraiment quelque chose pour aider, c'est dans la machine. Mais l'outil, après, nous, c'est notre adage. Il est très simple d'utilisation. Par exemple, les métriques dont je parlais pour savoir les politiques de sourcing, finalement, combien je dépense, quel est le job board qui me ramène vraiment. Donc, il y a de l'IA derrière qui classe toute l'offre. Mais après, c'est quelques fronts très faciles d'usage pour dire finalement, le bon coin me ramène beaucoup de CV. Voilà. Moi, je viens de la fonction RH. Et quand je vois l'outil de parsing, en fait, il a une puissance énorme. C'est-à-dire, vous mettez un CV, en plus, il n'y a pas de document qui est le plus différenciant. Enfin, vous avez autant de CV que vous avez de personnes. Et le parseur, vous lui mettez un CV, quel que soit le format dans lequel il est, c'est-à-dire qu'il soit sous Word, même une photo. La première chose qu'il peut faire, c'est qu'il peut l'anonymiser. Tout à fait, c'est très important. Et ça, anonymiser, ce n'est pas uniquement enlever le nom. C'est enlever toutes les caractéristiques qui vous permettraient de… Même, on peut aller même jusqu'à enlever l'école parce qu'on a si on ne veut pas qu'il y ait un tri sur les écoles parce qu'on n'a pas fait son école en France, ou etc., on peut anonymiser. L'anonymisation, ça peut vraiment aller très loin. Et puis après, derrière, c'est aller chercher toutes les compétences, tous les éléments, croiser les soft skills, en sortir des soft skills derrière. Mais c'est une richesse phénoménale, quoi. Et après, quand vous avez ça fait… Le fait d'anonymiser, je vais y arriver, c'est paramétrable? Exactement. Ça, c'est une grande force de l'outil. Et on est content que Orange va l'utiliser en interne et pour ses clients. On vient donc de conclure ça au mois de mai. C'est paramétrable pour déjà donc enlever toute la partie identité, la photo, les informations individuelles, mais aussi peut-être masquer l'école, masquer l'origine, une entreprise. Et tout ce qui peut rendre l'individu retrouvable sur LinkedIn ou que sais-je, donc notamment pour des cabinets. Ça permet de fournir un candidat, un CV en fait, mais voilà, qui a été pour telle ou telle raison de protection, d'anonymisation complète ou de thématique RGPD bien sûr, un petit peu masquable. Donc il y a l'information qui est nécessaire, mais pas ce qui ne peut pas être partagé. Et ça, comme le dit Pascal, c'est très bien parce que c'est n'importe quel type de document, il est téléchargé en quelques secondes. Le CV ressort anonymisé de la forme dont on veut. Donc, c'est effectivement une aide précieuse. C'est surtout important de pouvoir paramétrer pour suivre l'évolution législative. Alors, on a un souci avec… Oui, on vous entend, on vous a pas entendu. Il n'y a pas que moi. Bon, vous me rassurez, j'ai cru que si j'avais dit une énormité, que ça avait un silence terrible. Non, je disais par rapport pour suivre la réglementation, le fait que ce soit paramétrable est indispensable. Et c'est effectivement très, très difficile. Mais donc, et d'ailleurs, ce parsing, comme je le disais tout à l'heure, c'est le cœur de tous nos autres outils. Mais bien maîtriser ce parseur, c'est-à-dire identifier l'information et mettre un halo ou la mettre dans la bonne case, enfin, c'est là qu'est l'expertise technologique d'Extramile. Et c'est là qu'on est très bon, même par rapport à des compétiteurs avec lesquels on s'est, français ou étrangers, on s'est comparé. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions par rapport à ce sujet-là ou par rapport au sujet de la crise. Oui, non, moi j'ai une question pas à propos de la crise, mais plus par rapport à votre évolution, savoir où vous en êtes dans votre développement en fait. C'est savoir effectivement aujourd'hui que vous nous parliez un petit peu depuis quand effectivement vous proposez ces solutions-là. Ouais. Quels sont vos clients en quelques mots et quelles sont vos cibles? Et puis, en troisième question, c'est où vous souhaitez aller aussi. Est-ce que ce sera toujours de la data RH
ou est-ce que ça peut être de la data plus générique, ou est-ce que vous envisagez d'aller aussi vers d'autres formes d'IA? Ça fait beaucoup de questions, mais… Oui, mais c'est très clair. Je vais commencer, Stéphanie, tu peux compléter après. En 2 mots, donc nous, on est sur le marché depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans, mais on est rentré dans une phase technologique très forte ces 2 dernières années. On est tombé dans l'IA, si je puis dire. C'était pas pour un effet de mode, mais quand on voulait aborder cette thématique du recrutement, de l'amélioration du sourcing, c'était ça notre cœur. Et quand on a fait ça, on est tombé sur la sémantique, et on s'est dit, mais on ne peut pas faire ça sans IA. Bon, il se trouve que la révolution de l'IA arrive au même moment, donc parfait. Donc nous, on a beaucoup travaillé là-dessus. On est à la fin de nos travaux techniques depuis un peu moins d'1 an, mais c'est ce qui nous a permis de faire des belles réussites commerciales maintenant avec Orange, avec le ministère des Armées. On a gagné un appel d'offres porté par Capgemini où on était sous-traitant, avec la région Sud, avec la région Grand Est, des grands comptes. Enfin, voilà, là, cette année, il y a eu pas mal de belles réussites, de belles conversions. Et notre objectif sur l'année qui vient, c'est d'accélérer ce développement commercial. Continuer la technologie, mais maintenant, elle est là et elle est solide. Et la preuve, c'est que dans le Covid, on a pu, sur cette base existante, aller assez vite, faire ce nouvel outil finalement en 3 mois. Donc, sur la base qui existe depuis. Donc, développement commercial, pas qu'en France, je dois dire. On est assez heureux de voir qu'on a eu des demandes assez récentes, ces 2-3 derniers mois, en Italie et en Allemagne pour des partenariats, donc sur des offres qui sont… Alors ça, c'est un élément important. Enfin, nous, on travaille plutôt sur la sémantique française, mais on peut faire de plus en plus du multilangue et travailler, par exemple, sur effectivement de la langue anglaise, allemande ou des choses comme ça. Les résultats sont peut-être un tout petit peu moins, mais pas tant que ça. Donc, voilà un petit peu sur les éléments. On est sur de la data RH. Donc, on était ce qu'on appelle job analytics, sourcing. On devient aussi people analytics. C'est un petit peu comme ça qu'on met les briques hein, avec ce nouvel outil. C'est de la data RH. Voilà, nous, notre ambition, c'est de devenir un acteur, et ça commence à être le cas hein, en France, à Paris également. On est identifié comme un acteur compétent et fortement technologique là-dessus. Donc, on veut gagner des parts de marché et vraiment avoir des objectifs de métriques assez importants pour une série A, notamment l'an prochain. On a des échanges avec des fonds. Et dernier point, vous dites, il y a hors de la partie RH, alors chaque chose en son temps, mais on sait aujourd'hui qu'on a une technologie qui permet par exemple d'analyser des passeports autant qu'un CV. En fait, analyser un CV, c'est sûrement le plus difficile, mais on sait qu'on peut analyser une facture, on peut analyser plein de documents RH ou pas que RH, enfin à côté. Ce serait d'autres éléments de roadmap, mais on a des échanges comme ça avec certains clients ou certains investisseurs. Disons que notre roadmap technologique le permet. Ça dépend des opportunités. On ne va pas trop embrasser de choses, mais il est vrai qu'on peut faire des éléments qui sont administratifs, disons, et pas que RH aujourd'hui dans cette lignée-là d'analyse de données. Et ça peut être une évolution d'entreprise à 3 à 5 ans, en effet. Alors, Voilà. j'aimerais compléter un peu le tableau parce que, alors, c'est vrai qu'on a parlé des grands comptes et du service public avec lequel on travaille. On travaille, et c'était notre genèse, hein, on a commencé aussi avec les PME et les ETI et on continue de travailler. Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que c'était intéressant de faire ce webinaire. Donc, aujourd'hui, on travaille aussi avec des PME et des ETI régionales. Voilà, sur des thématiques qui peuvent aller du recrutement, bon, pour le coup ça c'était pré-crise, à de la gestion de CV ou par exemple, comme on l'a dit, de gestion de crise. Donc c'est vraiment, on est en capacité de pouvoir accompagner. Et d'ailleurs, ce qu'on a remarqué, c'est que dans les PME et les ETI, on a une réponse qui est assez rapide et un bénéfice qui est très rapidement quantifiable, pour la bonne et simple raison que, en général, c'est des entreprises, on a finalement un effectif, enfin, on travaille à flux tendu au niveau des services RH, et avoir un outil qui puisse rapidement remonter la bonne information, ça permet aux responsables RH de pouvoir économiser du temps. Donc, on est très sensible au travail qu'on effectue avec les PME et les ETI. Au-delà de ça, en termes de produits, on l'a mentionné, mais je tiens quand même à le rappeler, on peut en effet accompagner dans des problématiques d'audit, on va dire de budget de recrutement. Aujourd'hui, j'imagine vous avez
un budget sur lequel, qui est alloué sur différents canaux. Vous n'avez peut-être pas forcément de visibilité sur comment ces canaux performent. Donc, nous, on est en capacité aujourd'hui de vous remonter la bonne information par rapport à la façon dont votre budget est alloué. Et croyez-moi, en ce moment, ça peut permettre de faire des économies. Sans l'a identifier déjà avec quelques clients. On peut aussi vous aider à sourcer des profils pénuriques ou des profils volumiques, régionalement, mais également en France. Et derrière, on a mentionné aussi la gestion de la CVTech et la gestion de crise. Donc, on a en fait, imaginez-nous comme votre assistant DRH qui peut vous aider dans plein de problématiques qui peuvent aller vraiment de l'amont jusqu'à l'aval du recrutement. Voilà. Ça me paraît être un point important parce qu'on sait que les services RH et DRH ont été plus sursollicités pendant la période de Covid, des fois même, j'allais dire, à l'extrême. Donc je pense que l'idée de pouvoir soulager ou optimiser du temps me paraît, au-delà de gains financiers, hein, c'est vraiment optimiser du temps et de la charge de travail me paraît être un argument important après ce qu'on vient de traverser, quoi. Tout à fait. Moi, j'avais une question plus pragmatique sur la suite. Madame Dutilleul, est-ce que, parce que j'envisageais de proposer à Extramile de refaire une présentation à la rentrée, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser d'avoir une invitation de vos clients, de certains de vos clients? Oui, alors effectivement, je peux solliciter quelques clients pour participer au webinaire, il n'y a pas de problème. Oui. Si ça vous intéresse, hein, après. Oui, oui. Bon. Sur un axe plus particulier ou sur… Parce que comme on le dit, on a une gamme ensuite, un petit peu comme on dit, de data RH, plutôt sourcing, plutôt CV anonymisation ou là, un petit peu élément de gestion de compétences internes. Qu'est-ce qui vous paraît peut-être le plus… Bon, sinon, on peut faire une présentation un peu synthétique des différents éléments, mais est-ce qu'il y a un axe qui vous paraît plus pertinent qu'un autre à cette date? Non, après, je pense que oui, ce serait des DRH qu'il faudrait, des DRH de mes clients qu'il faudrait que je contacte. Moi, je suis plus en relation avec les directeurs financiers, hein, donc pas trop les DRH, mais après, je peux tout à fait contacter quelques clients pour participer. Je pense que c'est très intéressant et ce que je vous dis, hein, je pense pas que tout le monde soit doté de l'intelligence artificielle dans leur service. Donc, je pense que sincèrement, il y a des possibilités. Hein. Bah, avec plaisir pour vous accompagner et puis faire ça ensemble. Il y a effectivement de la pédagogie à faire. La digitalisation est une longue haleine, mais très bien. Enfin, c'est parfait d'avoir identifié ça comme ça. Et puis surtout de convaincre en une démo, que finalement c'est très simple d'installation, très simple d'usage. Il faut un peu désacraliser la chose qui paraîtrait Oui, très compliquée. puis faire fonctionner le réseau, voilà, Tout à fait. c'est une très bonne chose. Oui, nous, on est très fiers d'être issus de la partie Grand Est. Hein. Moi, je suis messin. Extramile est une entreprise messine. On fait partie de l'incubateur Scalinov. Et bon, on a grandi. Maintenant, on est à Microsoft, Station F, etc. Mais on est une jeune pousse locale accompagnée par la BPI initialement, etc. Et on aimerait bien ne pas avoir plus de clients qu'à Paris, qu'au Grand Est. Donc, le réseau local est très bienvenu. Oh, donc vous avez quand même un défaut, vous venez de Metz alors. Ouais. Ah mince, ah oui, c'est vrai. Mais je suis né à Nancy. Non, je suis né à Nancy. Ah, d'accord. J'étais à Saint-Sigisbert et j'ai déménagé à Metz à 7-8 ans, donc je suis vraiment… Vous êtes un pur souche alors quand même. Ah oui, tout à fait. Il faudrait, je ne sais pas si on a vos coordonnées, Madame Dutilleul. Monsieur Franceschini les a. Oui, bon, super. Ouais, super. ouais. Juste une question, alors vous m'excuserez de la fin. Ah, ça y est, on vous a pu. On vous entend plus. Mais c'est ce que j'ai à l'écran. On a Justine Dizico. Alors, je m'excuse de la familiarité, mais à l'écran, moi, j'ai Justine Dizico qui est avec nous, mais qui n'est pas intervenue. Je ne sais pas si elle est encore là. Si, je suis là, je vous écoute. Bonjour. Bonjour, Justine. Bonjour. C'est la personne masquée. Je voulais savoir si vous aviez une réaction. En tout cas, si la présentation vous paraissait claire. Oui, c'est très clair. Après, c'est vrai que nous, alors la problématique qu'on a eue là, surtout dernièrement avec la crise du Covid, c'est plutôt le télétravail parce que chez nous, on en avait très peu, en fait.
du coup, après, ce qui nous a un petit peu aidé, c'est qu'on est quand même on a un cabinet d'expertise comptable où la profession s'est de plus en plus dématérialisée. Donc, c'est un petit peu quand même ce qui nous a sauvés durant la crise. Mais on se rend quand même compte qu'on n'a pas l'habitude de faire le télétravail, et notamment pour les managers, la gestion derrière. C'est vrai que ça a posé un certain nombre de questions et ça a aussi un petit peu bouleversé les habitudes de travail aussi. Donc, voilà, eux, derrière, ils avaient aussi toute la problématique de gestion. Et maintenant que la crise est entre guillemets un peu passée pour le moment, il y a cette question de mettre le télétravail en place de manière un peu plus concrète et de façon permanente. Mais du coup, ça amène de nouvelles questions et notamment, comme vous l'avez dit, gérer son équipe entre les personnes qui sont là, qui ne sont pas là. Enfin voilà, qu'il y ait cette gestion-là derrière qui, à l'heure actuelle, n'existe pas chez nous. Après, sur le recrutement, c'est vrai que nous, on est dans une activité qui est un peu pénurique, en tout cas, et surtout dans certains secteurs géographiques, parce qu'effectivement, on a 17 établissements et on est des fois dans des lieux un petit peu perdus, on va dire. Du coup, beaucoup de mal à recruter, à trouver des personnes qui veulent bien aller travailler là-bas ou en tout cas qui viennent de là-bas. Donc, effectivement, on a déjà testé des outils de sourcing, etc., mais sans grand succès à l'heure actuelle. Et quels sont les outils que vous utilisez? C'est des outils de multidiffusion, justement? Quelle est l'approche des job boards Alors, avec des multidiffuseurs? Oui, on n'a pas. Nous, on va poster directement sur nos job boards. On n'a pas quelque chose qui s'occupe pour nous de la diffusion, en fait, à l'heure actuelle. Mais là, on était plus dans le test d'outils. C'est Hello Work, qui est un outil de chez Figaro. Je ne sais plus comment ça Oui, on s'appelle. connaît bien de Région de Job. Oui, tout à fait. Mais voilà, donc dans l'utilisation, on se rendait quand même compte qu'il y a quand même des secteurs géographiques où il n'y avait rien à faire, même en utilisant ces outils-là, on n'arrivait pas du tout à trouver des CV, des candidats à proposer à nos associés des sites. Mais bon, voilà. Alors là, pour le redire, ça c'était une des briques initiales dont on parlait pour repréciser notre approche là-dessus. L'approche donc dite programmatique, hein, qui est aussi très innovante et parfois c'est un petit peu difficile d'expliquer. Mais en termes simples, qu'est-ce que c'est? C'est de dire, nous par exemple, là typiquement, on prendrait les offres d'emploi que vous auriez, on les absorbe automatiquement. On les organise aussi parce qu'il peut y avoir des offres hétérogènes en fonction des. Vous parlez de 17 sites, bon, ça peut être plusieurs départements, des profils qui sont. Et nous, on regroupe ça en audience. On dit voilà, bon, finalement, Isico va rechercher. Ils ont, je sais pas, vous avez 40 offres d'emploi, ça représente 8 audiences. Nous, on va chercher un prix. On a de la data et on sait déjà à peu près, sauf si c'est une audience nouvelle, en fait, le coût d'acquisition d'un CV moyen, c'est 55 euros. Ou ça peut être, on essaye d'être granulaire, vous voyez. Et typiquement, on va en prendre donc une offre, on va diffuser là où nos algorithmes pensent que c'est le plus pertinent ou ont vu historiquement que c'était plus pertinent. Hello Work est un canal, mais ça peut être Facebook, ça peut être Indeed, ça peut être. Enfin, du coup, nous, on est outillés pour avoir plein de points de diffusion. Et notre but étant de dire en amont, bah, voyez ce profil, c'est à peu près 55 euros, et d'amener des profils qualifiés à peu près à ce prix-là. Donc, de donner quand même en amont et en aval des éléments clairs pour pas poster à l'aveugle. C'est un peu ça qui se passe beaucoup dans le recrutement et que j'entends un peu dans ce que vous dites. La programmatique vise à être plus précis et nous, à terme, avec beaucoup de data, de dire exactement, de pouvoir reconnaître la plupart des offres et de dire 35 euros, mais 200, quoi. Mais au moins, à 200 euros, on sait qu'on a un CV qualifié. Je ne sais pas si ça a aidé un petit peu à la comprendre. Mais donc ça, on fait de plus en plus. Et on travaille beaucoup avec des agences de com, RH, là-dessus, qui nous confient de plus en plus de budget, qui jusque-là étaient sur des canaux comme Hello Work. Mais ça permet au moins, on va mettre un budget peut-être plus petit sur Hello Work, mais le même budget que vous aviez peut-être alloué pour cette campagne de recrutement, il y en a un peu qui peut aller sur Facebook, un peu qui peut aller sur LinkedIn, un peu, enfin, et ça vous déleste, là encore, du travail de la diffusion, de l'analyse des canaux, en se disant finalement, c'est quoi qui va être pertinent, et à l'inverse, de l'analyse du CV en retour. Donc, vous avez gagné beaucoup de temps dans ce processus
Et c'est notre message aussi. Vous avez gagné, nous, de l'argent parce qu'on veut dire, en fait, si on sait quel est le prix moyen d'acquisition d'un CV, ça ne sert à rien d'aller payer une annonce 590 € si, en fait, on dit ce CV-là, en moyenne, on peut l'obtenir à 85, par exemple. Et puis voilà. Et au-delà, finalement, de l'aspect purement financier, parce que bon, nous, on travaille avec des PME, c'est vrai que la qualité aussi est parfois même essentielle. Et nous, c'est vraiment aussi un gage, finalement, pour le recruteur de se dire que le CV qu'on va lui sourcer, c'est un CV de qualité. C'est vraiment quelque chose qu'on met beaucoup en avant grâce à justement, nos outils de ranking, donc de tri automatisé. On peut qualifier le candidat, en tout cas le CV qui est reçu, et vous dire non seulement on vous a sourcé un candidat, mais on vous a sourcé un candidat qui correspond à ce que vous avez, vous, identifié dans votre offre d'emploi comme étant pertinent. Donc, il y a également ça qui est très présent dans notre process de recrutement, en tout cas notre process de sourcing. D'accord. Et j'ai juste une question, mais ça va être quoi en fait la différence avec ce que vous faites et ce que peuvent proposer je sais que nous, on a étudié certains ERP qui font aussi la partie RH. Ouais. Du coup, c'est un peu le même fonctionnement ou c'est… Alors, quand vous dites ERP, c'est-à-dire Des multidiffuseurs, j'imagine. des multidiffuseurs, je vois, d'accord. Un peu comme Talent Plug, peut-être, multiposting, des choses comme ça ou... Alors, c'était pas forcément que sur la partie recrutement, même sur la D'accord. partie analyse des données, etc. Parce que nous, par exemple, on a étudié Talentia. J'imagine que vous connaissez peut-être. Ça me dit quelque chose. Et ils font la partie finance, ils font la partie RH. En fait, du coup, ils vont chercher des données en compta, des données en paye, etc. Ils font vraiment pareil, un peu le croisement des données. Et du coup, je me demandais quelle pouvait être la différence avec un ERP qui propose cette Alors, partie RH, en fait, aussi. oui. Alors, faudrait que regarder exactement ce qu'est Talentia, même si le nom me dit quelque chose, et un petit peu sa date d'entrée. Je pense qu'on commence à recouper certaines thématiques qui sont là. La vraie différence étant probablement l'IA ou pas, et donc, quelque chose qui va être sémantique ou un peu booléen, c'est-à-dire dans leur cas. Surtout si c'est un outil qui est là depuis 5, 7, 8 ans, ça va être l'analyse, par exemple, d'un mot-clé, et puis ils vont tout faire sur un mot-clé, alors que nous, on travaille sur des sémantiques, des champs, par exemple, chef de projet, manager, ce sont des termes similaires, et donc ça va être pris ensemble dans un nuage de mots pour pas avoir à taper une recherche sur chef de projet ou sur manager, ce genre de choses. Alors, moi, je dirais autrement. En fait, en gros, ces outils-là, comme Talentia ou Talentsoft ou Adequacy, c'est d'autres. En fait, c'est donc des systèmes, des SIRH qui vont regrouper plein de fonctionnalités et que nous, on ne fait pas. Nous, on est vraiment le spécialiste du sourcing. Donc, en fait, ces outils-là sont aujourd'hui des partenaires. Donc, en fait, ils utilisent notre technologie pour améliorer la manière dont leur outil fonctionne. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, un Talentia ou un Talentsoft ou d'autres, ils auront sûrement des systèmes de base de données où ils vont pouvoir réceptionner les CV. Mais derrière, la manière de traiter ces données, la manière de remonter ces informations-là ne sont pas aussi poussées que ce que nous, on pourrait faire, simplement parce que c'est pas leur, si vous voulez, c'est pas leur spécialité. Leur spécialité, c'est de pouvoir proposer un outil qui finalement couvre plein de domaines, donc la paye, ce que nous, on ne fait pas. Mais nous, on est vraiment le spécialiste de la compréhension de ces données qu'ils ont en fait, c'est-à-dire les CV, ça peut être d'ailleurs d'autres types de données, RH, mais c'est ça. Donc par exemple, un Talentsoft, pour être spécifique, ils vont nous demander d'utiliser nos fonctionnalités pour traiter les CV de leurs clients. Est-ce que c'est des choses qu'ils n'arrivent pas à faire? Donc nous, on est complémentaires, si vous voulez, à des solutions comme ça. Donc si vous avez par exemple aujourd'hui un SIRH, nous on peut rajouter, donc on fait des API, enfin bref, on s'interface avec ces outils-là et on peut rendre beaucoup plus précis les outils que vous utilisez. Du coup, oui, moi, ça m'éclaire aussi ta réponse, Stéphanie. J'allais dire, dans le courant de cette année, on a fait de plus en plus d'intégration comme ça. Ce qu'a dit Stéphanie est tout à fait juste. On est des briques de RP. Nous, on appelle ça ATS, mais SIRH, c'est effectivement la même chose. On est un peu plus innovant parce que plus récent, hein, tout simplement, que ces outils souvent déjà bien en place. Et on est des briques qui sont intéressantes pour eux pour apporter, par exemple,
le parsing de CV dont on parlait, l'anonymisation, le matching par l'IA, l'outil de métrique. Et en fait, c'est pas en opposition, c'est complémentaire de leur formation. Et là, par exemple, on s'est intégré à Talentsoft sur leur marketplace, Smart Recruiter, Between, on va le faire en septembre. C'est un outil français assez… Et peut-être que Talentia est exactement la même chose. Et SAP Et aussi. SAP, enfin voilà, nous, c'est une grande politique d'intégration qu'on a aujourd'hui. Et comme le dit Stéphanie, chez nous, c'est 1 mois d'intégration, enfin, pas par API, comme on se met en contact et enfin, c'est quelque chose qui est assez intégré, qui est possible à faire le cas échéant s'il fallait s'intégrer à un ERP pour apporter une brique que nous, on a et qui n'ont pas à date. D'accord. Ok. Sinon, j'avais pas d'autres questions. C'était assez clair. Alors moi j'ai une question pour vous par contre. Vous êtes basé sur Nancy Oui. et vous couvrez quel territoire géographique? Alors, on est dans le Grand Est et on a un établissement sur Paris aussi. D'accord, d'accord. Votre responsable, c'est Monsieur Zika Gravier ou pas? Non, c'est Madame Harmonie Antoine. D'accord, d'accord. Du coup, je voulais savoir, est-ce que, même question pour Madame Dutilleul, est-ce que c'est des choses qui pourraient être intéressées d'avoir une présentation pour vous-même et vos clients en interne? Alors pour nous-mêmes, sûrement, oui. Par contre, nos clients, c'est vrai qu'on est beaucoup sur des TPE, PME. Alors je sais pas trop, effectivement, tout à l'heure, vous avez parlé peut-être des entreprises que vous touchez à l'heure actuelle. À mon avis, quand même, il faut avoir un budget quand même. Je sais pas si à l'heure actuelle, c'est la préoccupation de toutes les entreprises d'une certaine taille, en fait. Alors, Je ne sais pas, vous, quelle est votre typologie d'entreprise, mais j'imagine que TPE, c'est peut-être un peu, voilà quoi, faut quand même tout à avoir le fait. budget à allouer à. Alors, c'est aussi une question aussi, au-delà du budget, c'est vraiment une question aussi des bénéfices qu'ils peuvent en tirer. Oui, Parce que aussi. voilà, quand on est une TPE en général, bon, on s'en sort plus ou moins avec des outils, on va dire Excel et autres. Mais alors, nous, ce qu'on a remarqué, le retour d'expérience, c'est que les entreprises qui commencent à en tirer du bénéfice, c'est les entreprises allez, qui commencent à avoir 250, 300 employés, parce que ça veut dire que quelque part, il y a c'est des exercices qui deviennent très chronophages de pouvoir tout faire sur fichier Excel ou autrement. Donc, il faut avoir probablement un outil beaucoup plus poussé. Donc, c'est là où je pense que ça peut devenir intéressant pour vos clients, potentiellement. D'accord. Faudrait que je vois, mais après, comme ça, je ne saurais pas vous dire. Pour nous, oui, puisque justement, la solution Talentia, on va sûrement aller là-dessus. C'est pour ça que je vous en parlais. Pour notre partie finance et pour notre partie RH, parce qu'à l'heure actuelle, on a un CRH qui ne nous donne pas satisfaction, donc on va passer sur autre chose. Donc voilà, on aura ce côté-là de données. Après, voilà, ce serait peut-être intéressant pour nous d'aller plus loin au niveau des données, justement. Alors ça, Voilà. si vous allez sur Talentia, nous on ne les connaît pas, ils sont pas sur, même si on a lancé un grand programme d'intégration avec des acteurs qui nous accompagnent. Le cas échéant, si certaines briques qu'on a évoquées vous paraissent, comme vous dites, plus de données, on pourrait être mis en contact avec Talentia, voir techniquement exactement un petit peu quels sont leurs points de contact et les nôtres, et puis si c'est un programme d'intégration qui peut se faire, c'est tout à fait envisageable. D'accord. Et auquel cas, nos outils seraient utilisables de votre côté via Talentia. Ok. Et après, pour nous, en termes de disponibilité, pour peut-être se rencontrer, voilà, nous, on est assez disponible pour en juillet, mais également voilà, en début septembre, voilà, en fonction, vous, de… Voilà, Oui, j'allais dire, ce sera peut-être sûrement plus à la rentrée. Ouais. D'accord. Ok. Je vais en parler avec Madame Antoine et de toute façon, j'ai vos coordonnées, donc il n'y a pas de souci. Mais ça, on est conscient, nous, que quand on parlait de l'approche SaaS en amont, on a commencé par ça, par avoir nos outillages voilà, tels quels, nos API, notre SaaS, mais on a mieux compris aussi le monde RH tel qu'il est, tous les outils SIRH, l'environnement. Et depuis pas si longtemps que ça, depuis après avoir fini tous nos travaux, depuis 8-9 mois, et à la demande parfois d'outils SIRH eux-mêmes, on a lancé une politique d'intégration à ces éléments pour devenir des briques accessibles
en sus d'outils déjà en place chez les clients, ce qui est tout à fait logique. C'est sûr que je pense que c'est le mieux, quoi. Parce que c'est vrai on multiplie de plus en Ouais, plus voilà, les tout à outils. fait. Il faut aller à gauche, il faut aller à droite, il faut les chercher. Et c'est vrai que bon, ça peut être un peu. On peut s'y Tout à perdre un fait. peu, vaut mieux avoir Exactement. voilà, tout qui est un peu regroupé, quoi. Tout à fait. Voilà. Si je peux encore poser donc une question, Avec on va plaisir. sortir un peu de votre cadre, mais c'est pour faire le lien avec Laurent Glad qui est présent avec nous puis qui n'a pas eu l'occasion de s'exprimer encore. Il nous avait répondu justement hier à notre petit échange préalable au webinaire. Alors en parlant, j'ai cru comprendre que ça faisait pas partie effectivement de votre cœur de métier, mais d'IA, mais d'autres formes d'IA, des chatbots ou des personnes qui peuvent prendre un appel téléphonique et puis déjà pré-filtrer. Si tu peux nous expliquer, Laurent, en 2 mots, ce que font tes concurrents et puis voir si vous avez des connaissances dans le domaine, en local ou au niveau national. Laurent? Oui, moi, effectivement, je m'étais inscrit parce que c'est quelque chose qui m'intéressait, sur lequel j'avais besoin d'avoir un petit peu plus d'infos. Nous, notamment, je voyais l'IA dans les entreprises par le prisme du service social en entreprise. Nous, pour vous résumer rapidement notre cœur d'activité, on fait de l'accompagnement social et psychosocial en entreprise, c'est-à-dire via des assistantes sociales et des psychologues du travail ou cliniciens. Voilà. Et on se retrouve confronté à une forme de concurrence qui est en fait derrière le terme expert en santé au travail ou en accompagnement social au travail place des gens peu qualifiés, mais en fait guidés par une IA. Très concrètement, dans une barre de recherche, la personne va taper problème de loyer et l'IA va l'aiguiller en disant OK, rapprochez-vous en fonction du profil de la personne, d'Action Logement pour avoir telle ou telle aide. Donc voilà, c'était moi pour ça que je m'étais inscrit à ce webinaire et pour avoir un petit peu une idée de ce que pouvait être l'IA, même au-delà de l'application à mon cœur de métier, mais l'IA en entreprise parce que c'est quelque chose que je maîtrise pas mal. Et puis pour répondre à Benoît, venir de Metz, c'est quand même plutôt bien, quoi. Je suis à Metz, donc c'est bon. Non, mais je sais. Je le prends bien. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que, alors, c'est pas exactement clairement ce qu'on fait, mais par contre, la méthodologie derrière, c'est des choses justement qu'on pourrait faire. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous faites de l'analyse sémantique de CV, donc ça sous-entend que vous comprenez les termes utilisés dans le CV. Donc, ça veut dire qu'il y a toute une ontologie qu'il faut préparer, tout un dictionnaire qu'il faut préparer. Et ce dictionnaire-là, alors, on l'a créé de manière spécifique au RH. On y a rajouté aussi un référentiel de compétences. Aujourd'hui, c'est un référentiel européen, ESCO. Mais nous, on pourrait imaginer que cette approche, on la mette au service finalement peut-être d'un chatbot qui serait beaucoup plus global et qui permettrait, par exemple, de pouvoir comprendre une requête d'un employé qui tape logement, recherche de logement, problème de logement. C'est vraiment la même méthodologie, mais c'est simplement le dictionnaire qui est un peu différent ou le référentiel associé qui est différent. C'est d'autant plus pertinent ce que vous dites que nos outils, pas ceux qu'on a montrés là, mais les autres que j'exposais, ceux de sourcing, ils ont tout à fait, comme vous le dites, une barre de filtres où on peut finalement, soit ce sont des filtres qui sont pré-enregistrés, des canaux de diffusion, des choses comme ça, soit on peut taper quelque chose et puis ça va pouvoir permettre de sortir les éléments les plus pertinents. Donc, comme dit Stéphanie, en fait, ça va dépendre après de l'ontologie du référentiel. Nous, on a travaillé sur des référentiels RH, on est sur une verticale RH, mais on a les équipes, on a les méthodologies, on a les algorithmes, on a tout ça. Donc nous, au temps actuel et de notre évolution d'entreprise, on veut s'organiser là-dessus, on veut maîtriser parfaitement cet élément-là, mais il n'est pas exclu que pour l'évolution de l'entreprise, avec les mêmes acteurs, maintenant qu'on maîtrise bien ça, les modèles, on change d'ontologie. On met d'autres éléments de référentiel qui ne sont plus totalement RH, qui sont ce que vous dites, des éléments liés à l'anticipation de problèmes de paiement de loyer dans le domaine immobilier. C'est quelque chose qui est finalement envisageable, qu'on ne peut pas faire en projet en soi, mais qui pourrait être une extension de l'entreprise. Ça, c'est
C'est possible, c'est intéressant en tout cas, c'est à réfléchir. Et c'est vrai que la Pas technologie du inaccessible, pas chatbot, inaccessible. Oui. pardon, Le chatbot, oui, tout à fait. c'est ça que j'allais dire. En fait, le chatbot, c'est devenu quelque chose d'assez répandu, même au niveau RH, parce que l'expérience candidat est transformée de par le chatbot. Voilà, vous allez sur un site, tout de suite vous avez un chatbot, vous pouvez interagir avec potentiellement un employeur, répondre aux questions, recevoir des questions, des réponses pardon, par rapport à vos questions, et ça transforme le lien entre le candidat qui est jusqu'à présent été passif en un candidat actif qui va se renseigner avant de postuler. Et je pense que ça va transformer en effet la relation entre un employé et son employeur, parce qu'aujourd'hui il y a des temps, il y a des délais. Lorsqu'on est un employé, on a besoin d'une réponse urgemment et l'employeur, il est juste débordé. D'avoir un chatbot qui puisse renseigner rapidement, ça transforme le lien social et je pense que ça le renforce. Et c'est vrai, c'est des choses auxquelles on pense, mais bon, comme on ne peut pas forcément tout adresser, il est bon de se concentrer sur une thématique, mais c'est des choses auxquelles on pense pour le futur. Merci. Et moi, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, donc vous dites c'est une concurrence quelque part qui commence ou qui devient de plus en plus présent dans les entreprises avec lesquelles vous travaillez, voilà, ces chatbots sur cette thématique-là? Les deux, c'est quelque chose d'émergent depuis finalement peu de temps, ça doit être à peine quelques années, mais c'est quelque chose qu'on trouve de plus en plus présent. Ce n'est pas encore une réelle menace, mais c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas écarter d'un revers de la main. Mais nous, typiquement, on est en fait sur ces sujets-là, en ayant évoqué tout ce qu'on a dit. Je sais qu'on a travaillé sur un appel d'offres pour l'armée aussi, et il y avait ça. On a réfléchi, est-ce que nous, on le fait? Enfin, ça dépend de la volumétrie de données. Mais avec ce qu'on a expliqué sur le parsing, l'anonymisation, en fait, un chatbot, c'est un parseur. C'est-à-dire, c'est un élément qui va analyser tous les échanges, donc les mots qui sont mis comme les parties de CV, et qui va comprendre finalement ce qui est demandé. C'est exactement comme comprendre un CV. La méthodologie technologique derrière est la même. Après, il faut faire tout un front, il faut faire toute une organisation, l'infra. Mais je sais que nous, on en a parlé avec notre équipe RD. Est-ce qu'à date, on peut faire un chatbot? On ne va pas le faire peut-être pas aussi rapidement qu'on a fait l'outil Covid, mais en 3 à 6 mois, en fonction d'une opportunité ou en fonction d'une volumétrie de données après sur lesquelles on peut tester les modèles. C'est quelque chose qui est envisageable aujourd'hui avec la structure d'Extramile telle qu'elle existe. D'accord, merci bien. J'ai une petite question. Les cabinets de recrutement sont-ils intéressés par cette offre ou pas Alors, trop? tout à fait, mais c'est là qu'on peut peut-être collaborer ensemble en plus. Nous, j'allais dire, on a besoin d'aide sur cette partie-là. On ne peut pas être effectivement sur tous les fronts. On a été beaucoup sur la partie technique. Je pense aux incubateurs, mais on avait échangé avec eux, par exemple, à Scalinov. On leur avait demandé, est-ce que vous pouvez nous introduire auprès d'acteurs RH du Grand Est. En fait, on a vu que on reste une petite équipe, on est 14, dont 10 personnes techniques, data scientists, développeurs. Qui développent l'outil, quoi. Tout à fait. Et donc, là, nous, on a eu des très belles… Par exemple, on a gagné un POC national avec l'agence d'intérim Synergie. Donc, il y a 700 agences en France. Et justement, sur le parseur, sur le matching, ça, c'était un grand travail de 2019. Mais on aimerait bien, sans travailler forcément avec Synergie ou Adecco, pouvoir, mais on manque de points de contact, aller vers tel acteur RH du Grand Est, de la Marne, enfin de Champagne. Là, on manque de points d'entrée rapides, si je puis dire. Donc oui, on sait que nos solutions leur répondent. Soit ce qu'on a dit, le parsing, le matching de CV, même la multidiffusion. Ils font plein de multidiffusion. Ils ne savent pas finalement quel canal rapporte. Ils n'ont pas le temps d'analyser. Souvent, les cabinets RH, ils n'ont même pas le temps d'aller faire des Excel pour comprendre ce qui est soi-même en soi chronophage parce que ça va trop vite. Et là, nous, je pense qu'on a juste besoin d'aller pouvoir parler à des acteurs locaux. Parce que moi, pour le coup, je connais pas mal de personnes justement dans des cabinets de recrutement de Nancy notamment. Ça nous intéresse beaucoup. Et voilà, ça je peux les inviter également au prochain Volontiers. webinaire
Parce que là, pour le coup, je connais plus de personnes dans des cabinets de recrutement que dans la partie des RH des entreprises. Ouais. Parce que comme je vous l'ai dit, moi, je suis plus en relation avec les directeurs financiers pour tout ce qui est partie financement, parce que je traite de financement. Mais je connais quelques personnes et je pense qu'elles pourront aussi participer si elles sont disponibles. Je les contacterai. Avec plaisir, parce que là, on pourrait montrer nos autres briques, celles qu'on évoquait, mais qu'on pourrait là montrer, le parseur, le matching, l'analyse des canaux, ça leur parlera sûrement. Et nous, on a besoin de ça parce qu'on a essayé de faire des grosses victoires, si je puis dire. Le POC Synergie a été très long, mais on veut multiplier. Et là, c'est vrai qu'on manque de relais, de ressources, de temps. Ouais. Donc, nous aussi, ça nous aiderait beaucoup et ce serait très, très appréciable. On pourrait aussi nous inviter à Déco, qui est évidemment adhérent du MEDEF 54. Ça peut avoir du sens. Ah oui. Avec plaisir. Ça marche. Bon, ben voilà, des choses intéressantes. Exactement. Oui. Super. La quantité ne fait pas la qualité. Exactement, ça c'est vrai. Ça c'est. En tout cas, j'espère que l'échange a été enrichissant. De toute façon, de notre côté, ça a été sûrement. On va vous envoyer, alors je parle sous le contrôle de Benoît et Julien, les éléments de présentation. J'ai enregistré également cet atelier, donc voilà, au cas où vous souhaiterez revoir, peut-être passer du temps sur certains aspects de la présentation. Je vous enverrai également un lien. Voilà, et après, n'hésitez pas en effet à revenir vers nous si vous avez la moindre question, s'il y a eu des opportunités. Voilà. Et on note que peut-être d'ici la rentrée ou à la rentrée, 1 ou 2 webinaires, peut-être sur cet axe ou sur celui peut-être plus sourcing, pourraient être mis en place ensemble avec des acteurs locaux. Et à nouveau, nous, on est très demandeurs. Oui, nous, on s'associera de la même façon pour le faire. Ça me paraît intéressant. Juste un petit détail, est-ce que ça dérange quelqu'un si ce webinaire est mis en ligne ou pas? Non, pas du tout. Il n'y a pas de problème. Parce que je préfère demander quand même, ça me paraît important. C'est vrai. On fait l'hypothèse, mais c'est vrai. Ça marche. Très bien. Super. Je crois qu'on peut conclure cette séquence et puis on se dit sûrement à bientôt. Alors, Très bientôt. Tout à fait. Avec grand plaisir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.